Bon, merci d'être tous présents, voilà, c'est gentil. Et ça va être une soirée extrêmement intéressante. C'est donc aujourd'hui, je compte, 1, 2, 3, 4, quatrième, je pense, la cinquième conférence. Donc vous en aurez encore 3, et jusqu'au 10 juin, et la semaine prochaine, il y en a une qui sera donnée par Carole Fritz. Donc je vous conseille vraiment de revenir la semaine prochaine. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Solange Rigaud. Solange Rigaud est chercheuse au CNRS à l'Université de Bordeaux. Je ne sais pas si c'est Bordeaux 1 ou Bordeaux 2, je n'ai pas tout à fait précisé. Anciennement Bordeaux 1, voilà. Et elle a soutenu son doctorat en 2012, avant 2 stages postdoctoraux qu'elle a faits pour l'un à Ferrare et l'autre à Liège. Puis elle est partie aux États-Unis, à l'Université de New York, au Centre d'études des origines humaines. Elle a partagé de très nombreux projets et en a dirigé beaucoup, qui portent sur le thème extrêmement large de l'évolution des cultures humaines. Et ces travaux ont été publiés dans des revues scientifiques, évidemment de haut niveau. Ils contribuent à l'écriture de pas mal de chapitres d'ouvrages. Certains, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir, en collaboration avec un collègue du collège que j'ai croisé trop brièvement, malheureusement, et qui s'appelle Jean Guilaine. Et je vous conseille de lire les livres de Jean Guilaine. Si vous ne l'avez pas lu, c'est tout à fait... On sent l'accent dedans, voilà. Solange Rigaud est une archéologue spécialisée dans la préhistoire, dont une partie des recherches porte sur les pratiques symboliques associées à la transition vers l'agriculture en Eurasie il y a environ 8000 ans. Transition vers l'agriculture, c'est-à-dire qu'on passe des chasseurs-cueilleurs aux sédentaires paysans. Et elle a utilisé énormément les ornements corporels pour évaluer les changements sociaux et culturels qui ont affecté les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et les premières sociétés agricoles du Néolithique, et pour explorer comment la géographie culturelle de l'Eurasie a été transformée au cours de cette période. Géographie culturelle. Une partie importante de sa recherche porte sur les mécanismes de reconfiguration culturelle qui ont lieu au cours du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire de moins 40 000 à moins 9 500 ans, une période culturelle extrêmement riche, c'est celle qu'en général nous connaissons, qui s'étend du Châtel péronnien, la grotte des Fées, au Magdalénien, c'est Lascaux, en passant par l'Aurignacien, la grotte Chauvet, le Gravétien, Pechmerle et ses mains négatives pour ceux qui ont eu la chance de les admirer. Et le Solutrien, finalement, la grotte Closker, mais revisitée, deuxième habitat. Un exemple de la richesse de cette approche ornementale est la description par Solange Rigaud et ses collègues dans un article publié en janvier 2024 dans Nature Human Behavior de 134 types d'ornements corporels identifiés sur 112 sites dispersés à travers l'Europe et qui ont permis de distinguer 9 groupes culturels distincts ayant vécu entre moins 34 000 et moins 24 000 ans et dont certains pourraient correspondre à des groupes génétiques connus, mais pas tous forcément. Ce sont là quelques exemples français et ouest-européens, mais les terrains d'études de Solange Rigaud couvrent d'autres régions, dont la Mongolie et l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire à la suite de fouilles en Mongolie qu'avec Alain Kefelec, elle identifie un pendentif phallique datant de 42 000 ans avant notre ère et objet d'une publication dans Scientific Reports en 2023. Je m'arrête ici, Solange, pour vous donner la parole. Et nous sommes vraiment, vraiment honorés que vous ayez accepté l'invitation que Antoine Triller et moi-même nous vous avons faite. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation à présenter et à discuter avec vous des travaux que j'ai conduits ces dernières années sur le développement et la construction des cultures au cours de l'évolution humaine. Alors, je m'intéresse tout particulièrement à un trait culturel des populations humaines par le passé, c'est leur capacité à créer et à utiliser des symboles. Parce que le bagage symbolique que l'on a appris à créer et à utiliser au cours de notre évolution a été quelque chose qui s'est graduellement construit au cours de notre évolution
Et donc, et ça, c'est très important parce qu'en fait, notre capacité à savoir manipuler des symboles, c'est aussi lié, c'est une preuve indirecte de notre capacité à construire un langage complexe, puisque les langues sont une des expressions de notre capacité à savoir utiliser des symboles. Alors, en tant que préhistorien, on s'intéresse à savoir où est-ce que l'on observe les premières preuves matérielles de culture symbolique, quand sont-elles apparues et où sont-elles apparues à travers le monde. Alors, en termes d'expression matérielle de culture symbolique, il y a beaucoup moyens d'exprimer matériellement les symboles. Cela peut se faire à travers les peintures, les gravures, les sculptures, l'utilisation de couleurs, de pigments. Les pratiques mortuaires aussi sont des pratiques symboliques. Mais la pratique sur laquelle je m'intéresse... Ah. C'est bon. La pratique sur laquelle je m'intéresse plus particulièrement... Il faut que je touche à rien, en fait, ça tremble. Ce sont les modifications corporelles. Alors, à travers les modifications corporelles, c'est principalement les ornementations corporelles qui m'intéressent. Et les ornementations corporelles, nous les utilisons tous les jours dans nos sociétés à travers nos bijoux, nos tatouages, nos coiffures, nos vêtements. Voilà, cela peut être plus ou moins diversifié en fonction des populations et des cultures auxquelles on s'intéresse. Et vous êtes tous capables de décoder des informations culturelles à travers les objets de parure. Par exemple, lorsque vous observez quelqu'un avec une alliance, eh bien voilà, le statut marital de cette personne vous est compréhensible parce que vous partagez les mêmes référents culturels avec cette personne. Si vous allez à la boulangerie et que vous voyez un des jeunes garçons avec une crête acheter une baguette, tout de suite vous savez, tiens, je crois avoir une petite idée du type de musique qui intéresse cette personne. Et donc voilà, c'est ce type d'exemple que l'on a tous les jours à notre portée et qui nous permet d'interagir avec des gens au-delà même du langage, juste en lisant leur corps et en lisant la manière dont ils ont modifié leur corps. Alors, plus généralement, au sein des sociétés traditionnelles, les objets de parure et les modifications corporelles, y compris les tatouages, les coiffures, etc., servent à traduire tout un ensemble de messages symboliques très complexes. Alors, tout d'abord, parmi les messages, c'est aussi un moyen d'affirmer son appartenance à un groupe. Car quand vous partagez les mêmes référents culturels et que vous êtes capable de lire les parures corporelles des membres du même groupe que vous, c'est aussi un moyen de vous différencier de certains autres groupes. Vous savez, vous utilisez aussi les objets de parure pour indiquer votre statut au sein du propre groupe auquel vous appartenez, donc au sein de plein de populations. À travers les objets de parure, les tatouages, vous affirmez aussi votre statut social, votre âge biologique. Est-ce que vous êtes pubère, prépubère? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes marié? Etc. Et donc tous ces objets, par le passé, ont contribué aussi à matérialiser l'expression de la complexité sociale des populations passées et leur diversité culturelle et la manière que ces populations ont eue de se différencier les unes des autres à travers leurs modifications corporelles. Alors, d'un point de vue évolutif, nous ne sommes pas les seuls à modifier notre corps. Et donc, la première hypothèse était que les plus anciennes preuves de modification corporelle que l'on pourrait trouver dans la lignée humaine seraient en fait un phénomène esthétique général sans forcément un fondement social et culturel derrière. Pourquoi cette hypothèse a été faite? Parce qu'en fait, chez certains animaux, on voit des tentatives de modification corporelle. Par exemple, certains vautours d'une certaine espèce, mais pas tous les vautours au sein de cette espèce, à un certain moment de l'année, se couvrent d'ocre. Et là, plusieurs hypothèses ont été faites par les biologistes. C'est une période de l'année où c'est une période de reproduction, donc des vautours se couvrent d'ocre
pour attirer et pour augmenter la possibilité de s'accoupler. D'autres ont dit non, pas du tout. En fait, l'ocre, c'est aussi un antiseptique. Donc pour eux, c'est une manière de se soigner et de protéger leurs plumes. Mais il y a aussi certains singes que l'on voit en laboratoire s'intéresser à se poser des objets sur eux. Mais à chaque fois, ce sont des actions individuelles qui ne sont pas partagées par les membres de ces communautés d'animaux. Et ce sont des phénomènes assez isolés, mais ceci dit, qui existent dans le règne animal. Alors, concernant l'homme, proprement dit, donc les preuves matérielles de ces modifications corporelles, bien évidemment, dans le registre archéologique, nous ne pouvons retrouver que ce qui se préserve, donc tout ce qui concerne la matière organique, nous ne l'avons pas dans le matériel archéologique. Donc les deux grands objets qui nous permettent de discuter des modifications corporelles, ce sont les pigments, pour les peintures corporelles et les tatouages, les pigments minéraux, et les objets de parure, tous matériaux confondus. Et donc vous, sur ce graphique, on y reviendra, qui résume brièvement, vous voyez que les premières preuves d'exploitation de pigments, peut-être à vocation de décoration corporelle ou autre, sont identifiés dans le corpus archéologique dès 300 000 ans en Afrique. Alors que les plus vieux objets de parure arrivent beaucoup plus tard et les preuves matérielles que nous avons, c'est plutôt 140 000 ans. Alors concernant les premières preuves d'exploitation de pigments naturels, ce sont des oxydes de fer, de l'ocre en Afrique, et leur fonction a été très débattue. Donc tous ces objets, on a des preuves de leur utilisation pour du broyage, ce sont des blocs de pigments qui ont été abrasés, ces gens sont allés exploiter des sources de minerais de fer très particulières, etc., dès 300 000 ans, mais effectivement l'ocre peut être utilisé aussi comme répulsif à insectes, comme protection contre le soleil, et aussi pour des raisons techniques, pour des constituants d'adhésifs, dans le cadre de la composition d'outillage qui implique de l'emmanchement d'outils en pierre sur des parties de manches en bois, etc. Donc finalement, la fonction de ces premières utilisations de pigments, il n'y a pas de certitude que cela servait à l'embellissement ou à parer les corps. En revanche, pour ce qui est des objets de parure, l'image est un peu différente. Donc, les plus vieux objets de parure ont été découverts dans une grotte qui s'appelle Bizmoun, au Maroc. Sont datés, le site et l'occupation associée à ces objets de parure, c'est 142 000 ans. Et un peu partout, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, à cette période, entre 142 000 ans et 70 000 ans, on retrouve des objets de parure dont la seule expression de ces parures, ce sont des coquillages que vous voyez sur ces photos, quasiment une seule espèce, un petit gastéropode, un petit escargot de mer perforé, et puis un peu au Proche-Orient, quelques preuves d'utilisation de bivalves naturellement perforés. Alors pourquoi les chercheurs sont arrivés à la conclusion que ces coquillages sur les sites étaient vraiment des objets de parure ? Alors le premier argument, c'est que sur les côtes, de manière naturelle, ces Homo sapiens archaïques, puisque tous ces sites-là ont été produits par les Homo sapiens archaïques, avaient à disposition une panoplie d'espèces de coquillages disponibles, comme vous, quand vous allez à la plage, il y a ce qu'on appelle des thanatocénoses, donc les accumulations de coquillages déjà morts sur les plages. Et au sein de ces thanatocénoses, il y a énormément de coquillages de couleurs et de formes très diversifiées. Mais parmi ces coquillages, ils n'ont choisi sur l'ensemble du continent quasiment qu'une seule espèce, qui est celle-ci. De plus, ces coquillages perforés sont retrouvés sur des sites proches de la mer, mais aussi sur des sites éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres de la mer, donc ce sont des objets qui ont circulé. Certaines des perforations ont été faites avec des outils. Des analyses microscopiques montrent que ces coquillages ont été attachés et suspendus parce qu'il y a des usures sur ces perforations. Et une partie de ces coquillages, sur certains sites, ont été délibérément chauffés dans des conditions très particulières, anoxiques, sans oxygène pour en garder la dureté, de manière à changer la couleur de ces coquillages qui ont été utilisés noircis. Donc tous ces arguments, la sélection d'une espèce précise, les modifications d'origine humaine, le changement de la couleur, etc., plaident l'idée que ce sont vraiment des objets de parure qui ont été sélectionnés, créés et portés par ces Homo sapiens archaïques.
Alors un peu plus tard, toujours en Afrique, les objets de parure que l'on trouve sur les sites archéologiques en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, pour les preuves archéologiques qu'on en a, sont surtout des objets, donc des espèces de coquillages un peu plus diversifiés, mais surtout pour la première fois des objets de parure qui ont des formes artificielles, c'est-à-dire que pour la première fois, des coquillages et des coquilles d'œufs d'autruche sont façonnés pour faire ces petites perles discoïdes circulaires que vous voyez. Et c'est en gros l'image que l'on a de la diversité des objets de parure en Afrique à ces périodes. En ce qui concerne l'Eurasie, la version et l'histoire est très différente. Donc, avant l'arrivée, les premières incursions d'Homo sapiens sapiens, l'Europe est occupée par les Néandertaliens, et les Néandertaliens ont en partie utilisé certains matériaux pour produire des objets que l'on pense avoir pu être utilisés comme des objets de parure. Donc, sur certains sites occupés par les Néandertaliens, il y a 115 000 ans en Espagne, des coquillages, des bivalves ont été ramenés. Ce sont des bivalves naturellement perforés et il n'y a pas de preuve de leur suspension. Mais en revanche, les études de zooarchéologie montrent que sur certains sites néandertaliens, les griffes des aigles, les griffes des rapaces, ont été sectionnées et extraites. Et donc, cette activité est présentée comme l'hypothèse que ce sont les griffes de rapaces qui ont été utilisées pour se parer. Sur d'autres sites, les vestiges osseux de grands oiseaux également montrent qu'il y a eu découpe et prélèvement des ailes. Et donc ça, ce serait une preuve que les Néandertaliens ont recherché à prélever les ailes des oiseaux plutôt que la chair pour se nourrir. Et là encore, sûrement une hypothèse que ces ailes auraient pu être utilisées pour se parer. Mais si l'on regarde les contextes dans lesquels on trouve ces objets, que ce soit les griffes des oiseaux, des grands rapaces, l'exploitation des ailes pour les plumes ou ces quelques coquillages perforés naturellement, eh bien en fait, on s'aperçoit que ces indices sont très très dispersés à l'échelle de l'Europe et très dispersés aussi dans le temps. Par exemple, pour ce qui est des coquillages perforés, on ne les retrouve que sur 3 sites néandertaliens, en Italie et en Espagne, tous datés entre 115 000 et 47 000 ans. Les phalanges d'oiseaux pour l'extraction des griffes, c'est une dizaine de sites tout au plus, en France, en Italie, datés entre 100 000 et 45 000 ans. Les plumes, Italie, Espagne, 130 000, 50 000 ans. Donc tout ça, ça indique qu'il y a eu, a priori, une volonté et des essais d'utiliser de la parure chez les Néandertaliens, mais finalement, ce comportement ne semble pas du tout consolidé dans la lignée néandertalienne, et ça a plutôt l'air d'être un comportement qui a émergé, disparu, réémergé à différents endroits, mais il n'y a pas une pratique très continue et partagée par l'ensemble de ces groupes néandertaliens. En revanche, toujours en Eurasie, l'image est vraiment très différente à partir de 45-35 000 ans, où l'on voit là une explosion de la diversité des objets de parure en Eurasie, avec toute une série de dents de mammifères perforées, d'os d'oiseaux, de renards découpés, décorés, des pierres, et aussi toujours des coquillages, de la Chine jusqu'à l'ouest de l'Europe. Et du coup, cette explosion de diversité d'objets de parure est questionnée actuellement parce que notamment nous retrouvons ces objets sur les fameux sites châtel-péroniens et la paternité de ces sites châtel-péroniens, datés autour de 45-40 000 ans, est très très discutée puisque historiquement des restes de néandertaliens ont été trouvés dans ces occupations châtel-péroniennes. Mais après, c'est des sites anciennement fouillés, avec des méthodes de fouille qui ne sont pas celles que l'on utilise actuellement, donc un peu moins précises, une compréhension des dépôts géologiques associés aux dépôts de ces occupations archéologiques qui n'est pas aussi fine que celle que l'on peut avoir maintenant. Et donc finalement, il y a eu un énorme débat depuis
20 ans sur finalement qui sont les producteurs de ces sites châtel-péroniens. Est-ce vraiment Néandertal ou finalement est-ce que cela aussi est le résultat des premières incursions d'Homo sapiens sapiens qui à ce moment-là sortent d'Afrique et arrivent en plusieurs vagues en Europe. Et donc ce débat n'est toujours pas résolu, mais en tout cas il n'y a aucune certitude sur l'association de ces vestiges néandertaliens et la production de ces objets de parure, et c'est plutôt remis en question. La question se pose aussi sur un site localisé en Altaï, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Denisova, où là, des indices d'occupation de cet hominine, appelé le Denisovien, découvert récemment, s'alternent avec des occupations dont on a des traces de néandertaliens. Et puis plus tard, Homo sapiens. Et donc toute cette histoire d'occupation qui s'alterne entre Denisoviens, néandertaliens, voilà, se passe entre 150 000 jusqu'à 50 000 ans. Et sur ce site-là, il y a des objets de parure, mais là aussi, la compréhension des dépôts archéologiques, des perturbations qu'il y a pu y avoir sur 50 000, 70 000 ans d'histoire, fait que finalement, l'attribution de ces objets de parure à un producteur, qu'il soit Homo sapiens, néandertal ou dénisovien, n'est pas du tout certaine. Et finalement, le seul gisement daté à ces périodes, autour de 45 000 ans, 42 000 ans, pour lequel nous avons la certitude d'une association entre objets de parure et restes humains, c'est Batchokiro en Bulgarie, qui a été fouillé récemment et publié récemment par Tsenka Tsanova et Jean-Jacques Hublin, qui étaient ici pour parler. Et donc, il y a un reste humain, qui est un reste d'Homo sapiens, avec un ancêtre proche néandertalien. Donc, c'est un Homo sapiens déjà un peu mélangé avec des néandertaliens, mais là, il y a une abondance d'objets de parure, notamment réalisés sur des dents d'ours, mais aussi en pierre, etc. Et donc voilà, ça c'est ce site qui atteste vraiment d'une production très ancienne, vers 45 000 ans, d'objets de parure par les Homo sapiens qui arrivent en Europe. Donc finalement, entre ce scénario africain et ce scénario eurasien, qu'est-ce qu'il se fait, que peut-il se passer, qu'est-ce qui explique cette relative homogénéité qu'on observe en Afrique entre 142 et 30 000 ans, avec très peu d'espèces de coquillages, quelques perles façonnées, et finalement l'explosion de diversité que l'on observe en Eurasie à partir de 45 000 ans, une Eurasie toujours occupée par des néandertaliens, des dénisoviens, mais aussi Eurasie sur laquelle arrivent les premières vagues de peuplement par les Homo sapiens sapiens. Alors pour répondre à cette question, je me suis intéressée à travailler avec des collègues en Mongolie, justement, et sur un site qui s'appelle Tolbor. Voilà, c'est une collaboration internationale avec des collègues donc américains, japonais, mongols, russes et puis des Français. Et on a une fouille très très fine d'un site qui documente justement une occupation par Homo sapiens autour qui s'étend de 47 000 ans à 42 000 ans. Et il y a un objet particulier qui a été évoqué précédemment, qui a été découvert sur ce site, qui est cet objet daté à 42 000 ans. Donc c'est un objet en lignite. Ça, c'est un matériau qui n'est pas disponible à proximité du site. Les gisements de lignite sont situés à, on va dire, au moins 100 km du gisement de Tolbor. Et les analyses que l'on a pu faire avec différentes techniques de microscopie, donc de la microscopie confocale, nous ont permis de déterminer comment cet objet avait été modifié, avait été suspendu, quelle était sa phase de repos lors de la suspension, où étaient les usures, etc. Et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une partie des modifications de cet objet sont en fait des décors, et n'ont pas une fonction particulière, c'est vraiment des décors. Et quand on a essayé de comprendre quels étaient ces décors, donc vous voyez, c'est cette petite incision à l'extrémité et l'incision plus visible que vous avez plus ou moins à la moitié de l'objet. Et quand on a essayé de comprendre quelles étaient les fonctions de cette incision, bien en fait, dans le registre archéologique, il y a beaucoup d'objets
faits de manière assez expéditive et qui ont les mêmes décors, 2 sillons, un sillon sur le milieu qui fait un peu le tour de l'objet et puis un sillon à l'extrémité. Et ça, en fait, eh bien, c'est le méa urinaire et le sillon balano-prépucial d'un phallus. Et donc, nous en sommes arrivés à la conclusion que cet objet, en Mongolie, était un pendentif en forme de phallus. Et ça, c'est la plus vieille représentation phallique qui existe dans le corpus archéologique. Et du coup, cette innovation arrive à ce moment, autour de 42 000 ans, 45 000 ans, où dans cette région, on sait qu'ont pu se croiser des Homo sapiens, des Néandertaliens et des Denisoviens. Donc finalement, tout ça nous a conduit à vraiment nous dire que ce scénario qui fait qu'il y a une explosion de diversité d'objets de parure, une explosion de la manière de parer les corps, au moins par Homo sapiens, eh bien ça arrive dans un moment de notre histoire évolutive où nous rencontrons d'autres hominines. Et donc du coup, forcément, cette rencontre, quand vous vous trouvez face à des hominines qui ne sont pas vous, qui vous ressemblent mais qui présentent quand même certaines différences, eh bien forcément, ça va révolutionner un peu la manière que vous avez de vous percevoir vous-même et la manière que vous avez de percevoir les autres. Et donc, si une des fonctions de la parure, c'est bien de s'identifier en tant que groupe et en tant qu'individu, eh bien ça, c'est un terreau très, très fertile à l'innovation culturelle et à la manière et au développement de la manière de parer les corps. Alors avec certains collègues, on s'est demandé, mais finalement, dans cette histoire de complexification, dans la manière de parer les corps, qu'est-ce que ça implique du point de vue cognitif pour les Homo sapiens archaïques et puis les Homo sapiens sapiens? Qu'est-ce que ça implique pour le fonctionnement du cerveau de savoir lire des parures, de savoir identifier des parures et reconnaître des messages codés par les objets de parure? Alors pour ça, on a fait de l'imagerie médicale avec des collègues neurologues. Et en fait, on a créé tout un protocole pour mettre face à des personnes qu'on a fait passer dans des IRM. On a mis ces personnes face à des photos de gens parés de manière totalement fictive. On a essayé de créer des parures qui ne faisaient référence à rien de religieux, rien de culturel que l'on pouvait connaître. C'était vraiment pour essayer d'avoir le minimum de biais dans le protocole qu'on a mis en place. Et on leur a passé ces images devant les yeux pendant qu'ils étaient dans l'IRM médical et on leur a demandé de faire une tâche. La tâche étant de répondre à des questions, sachant que la réponse à la question, il n'y avait pas de réponse vraie ou de réponse fausse. L'idée, c'était juste de faire faire un exercice au cerveau pour voir qu'est-ce qui s'actionnait face à ces corps parés. On avait créé des parures et des peintures corporelles plus ou moins complexes, plus ou moins cumulées, etc. Et donc, à la fin de cette étude, on a fait passer plusieurs dizaines de personnes dans cette IRM et on s'aperçoit que les zones du cerveau qui sont activées lorsque l'on s'intéresse à tenter de décoder un corps paré, ça va être le gyrus fusiforme, le réseau de la saillance, hippocampe, parihippocampe, gyrus frontal. Et toutes ces zones, en fait, sont très importantes dans la perception des visages, la détection des informations pertinentes et la prise de décision, les capacités associatives et la mémoire, et aussi le traitement du langage. Donc ça veut dire que depuis au moins 140 000 ans d'histoire évolutive, nous sommes en train d'apprendre et de développer toutes ces capacités cognitives qui nous permettent de créer ces messages symboliques, de les lire et de les décoder sur nos corps. Alors, suite à cette période en Eurasie, on commence le début du paléolithique récent, autour de 42, 41 000 ans, 40 000 ans. Et donc là, reste Homo sapiens sapiens en Eurasie et les objets de parure se diversifient encore plus à l'échelle de l'Europe. Et vous voyez une partie seulement des coquillages, des dents, des pierres, des objets en ivoire, en bois de cervidés qui ont pu être utilisés à ces périodes. Donc avec mes collègues, on s'est intéressé à essayer de comprendre finalement est-ce que à travers cette diversité d'objets de parure que l'on observe à l'échelle du continent européen, on peut identifier réellement si ces objets de parure ont une fonction
d'identification en tant qu'appartenance à un groupe culturel, à un groupe ethno-linguistique. Donc pour cela, mes collègues ont créé la base de données des objets de parure à cette période autour de 35 000 ans qui s'appelle l'Aurignacien, et ils ont essayé de coder la présence et l'absence de tous les objets de parure recensés sur ces sites archéologiques sur les territoires européens pour voir finalement quelles étaient les associations de parure que l'on observait sur le territoire. Et il s'avère qu'effectivement, il y a des différences régionales très marquées dans les associations de types de parure observées, avec les sites méditerranéens qui n'ont pas les mêmes objets de parure que les sites du sud-ouest de la France ou que les sites d'Allemagne. Alors, on a poursuivi cette étude pour une période un peu plus récente qui s'appelle le Gravétien, autour de 31 000 ans, parce que la première question qu'on se pose, c'est finalement ces différences régionales, est-ce que ce n'est pas l'impact de la géographie ? Et pour cela, on a testé une hypothèse, c'est un mécanisme qui s'appelle isolation par la distance, qui est aussi très important quand on fait l'étude justement de la diversité génétique des populations. Et le postulat de départ, c'est que plus des personnes vivent géographiquement éloignées, moins il y a de chances qu'elles aient la possibilité d'être en contact et que donc d'échanger soit des gènes, soit des traits culturels. Donc pour ça, il suffit de calculer la corrélation entre diversité culturelle et distance géographique entre les sites. Ce que nous avons fait, et en fait on s'aperçoit que ce principe de l'isolation par la distance ne contribue pas à expliquer la diversité géographique des objets de parure observés sur le continent européen. Donc c'est bien le fait que c'est des gens qui ont fait des choix de se parer d'une manière ou d'une autre, et que c'est tout un tas de mécanismes qui a conduit ces populations à faire le choix de se différencier à travers leur parure corporelle, et pas juste un phénomène d'isolement géographique entre ces groupes. Et dans cette étude aussi, ce qu'on a voulu faire, c'était, parce que donc, du coup, cette période aussi du Gravétien, c'est la première période de la préhistoire pour laquelle nous commençons à observer les premières sépultures, et que ce soit des sépultures primaires ou des sépultures uniques ou multiples, mais des sépultures primaires, qui offrent une fenêtre d'observation directe entre les morts et la manière dont ils étaient parés au moment de leur mort. Et nous voulions voir si finalement les parures qui étaient recensées dans ces sépultures gravétiennes reflétaient la diversité des parures que l'on observait sur les sites d'habitation. Et donc on a mené cette comparaison, et déjà, donc pareil, on observe des variations géographiques, mais surtout on s'aperçoit que les parures présentes sur les sites archéologiques, les sites d'occupation, sont beaucoup plus diversifiées que les parures que l'on retrouve au sein des sépultures. Et ça explique qu'en fait, bien évidemment, on trouve des sépultures au Gravétien, mais on trouve peu de sépultures par rapport à la probable démographie qu'il y a eu sur le continent européen à ce moment-là. Donc ça veut dire que, mais toutes les parures que l'on retrouve dans les sépultures, on les trouve aussi dans les sites d'habitat, mais dans les sites d'habitat s'ajoutent d'autres objets de parure que l'on ne trouve pas dans les sépultures. Donc ça veut probablement refléter que les personnes qui ont bénéficié d'un rite funéraire qui a conduit au dépôt dans une sépulture ne couvrent pas l'ensemble de la diversité des individus parés qui occupaient les sites d'habitat. Donc à travers cette comparaison, on voit émerger qu'il y a peut-être un traitement social observable à travers les parures qui étaient portées par les gens et à travers ceux qui étaient déposés dans les sépultures et ceux qui ont fait l'objet d'autres traitements funéraires, parce qu'il y a des traitements funéraires ultra diversifiés aussi qui ont pu être menés mais dont on n'a pas la trace. Et justement, cela ouvre sur la recherche qui peut être menée sur les objets de parure que l'on trouve en contexte sépulcral. Donc là, c'est quelques photos assez exceptionnelles pour des périodes un peu plus récentes, mais on peut trouver, lorsque les sépultures sont bien préservées et que les fouilles sont bien menées, exactement où les objets de parure étaient portés, comment ils étaient déposés sur le corps, etc. Et là-dessus, mes collègues, en plus de l'observation de comment les objets sont portés et déposés sur les corps, en rajoutant tout un tas d'informations microscopiques pour voir comment ces objets sont modifiés, ces objets sont usés, ont été attachés, ont été créés, etc.,
Eh bien ici, par exemple, c'est l'enfant de la Madeleine, donc c'est une sépulture datée autour de 10 000 ans, et c'est un enfant qui a été déposé avec plusieurs centaines d'objets de parure, principalement des coquillages. Là, les petits rondins que vous voyez en abondance, ce sont des dentales, en fait, des petits coquillages en forme de défense d'éléphant, vous en avez peut-être vu sur la plage. Mais en tout cas, en comparant les objets de parure qui étaient déposés dans la sépulture de cet enfant et les objets de parure que l'on connaît sur les sites d'habitat de la même période, la première information, c'est que les objets de parure portés par l'enfant sont les mêmes, plus ou moins, que les objets de parure qui sont aussi trouvés dans les occupations. Mais en revanche, l'étude morphométrique de ces coquillages a montré que tous ces coquillages avaient été sélectionnés volontairement petits, dans la diversité des tailles au sein d'une espèce. C'est seulement les coquillages les plus petits au sein de l'espèce qui ont été sélectionnés, et ceux qui étaient en forme de petites défenses d'éléphant ont été volontairement raccourcis pour en réduire la longueur. Et en fait, les auteurs démontrent que pour cet enfant, c'est certes une parure d'adulte, mais c'est une parure d'adulte miniaturisée, qui correspondait au statut juvénile de cet enfant. Et bon, c'est un résultat, mais c'est très difficile pour les archéologues préhistoriens d'aller beaucoup plus loin. Et des exemples comme ça, je vous en montre un second, mais il y en a d'autres. C'est ici voilà, une sépulture, c'est toujours des sociétés chasseurs-cueilleurs, autour de 7000 ans. C'est une sépulture en grotte, il y a 2 individus. Ce sont 2 hommes qui ont à peu près le même âge, autour de 35 ans. Il y a un squelette qui était associé à des objets de parure, que vous voyez ici, ce sont des canines de cerf perforées, et un squelette qui n'avait pas du tout d'objet de parure. Et le squelette qui n'avait pas d'objet de parure présente des marqueurs sur les os, des marqueurs d'activité qui montrent que cet individu avait des activités physiques et un stress osseux très très marqué. Donc si vous voulez, il y avait un adulte d'environ 35 ans qui a eu une vie de dur labeur, c'était visible sur ses os, mais qui n'avait pas de parure, et un individu du même sexe, du même âge, qui n'avait pas tous ces marqueurs de stress osseux, mais qui lui était paré. Donc là, voilà, et c'est le même groupe. Donc là, on accède encore à une information qui montre qu'au sein d'un même genre, d'un même sexe biologique, d'un même âge, il y a 2 différences, deux manières de se parer, et donc que ces objets de parure signifiaient quelque chose de social, donc ce n'est pas à notre portée de le reconnaître, mais en tout cas, ce n'étaient pas des parures qui étaient utilisées pour signifier un genre ou un âge, a priori. Donc des exemples au cours de la préhistoire, il y en a plusieurs, mais à chaque fois ce sont des cas isolés, difficilement comparables, et qui nous ouvrent une fenêtre sur un comportement social, sur une identité individuelle, sur une identité de groupe, mais l'absence de récurrence nous empêche dans les comparaisons d'aller beaucoup plus loin pour identifier des schémas généraux de la fonction de ces parures en tant que marqueurs individuels. Alors une question qui revient souvent quand je parle d'objets de parure, c'est très bien, donc ces objets circulent, vous voyez des différences régionales, etc. Mais finalement, est-ce qu'une partie de ces objets, ce ne serait pas de la monnaie ? Alors effectivement, puisqu'actuellement on sait que dans plein de sociétés traditionnelles, les coquillages servent de monnaie, la question pourrait se poser pour les sociétés du Paléolithique. Alors je n'ai pas exactement la réponse, mais en tout cas, j'ai des indices assez intéressants sur ce qui s'est passé dans le sud-ouest de la France il y a 15 000 ans. Alors j'ai eu l'occasion de travailler là sur ces sites indiqués par les étoiles. Donc ce sont des sites tous contemporains, 15 000 ans et relativement proches les uns des autres. Et il était intéressant de comparer ce que je pouvais observer sur ces sites, parce qu'en fait, donc en plus de leur contemporanéité, ce sont des sites où les archéologues retrouvent le même outillage lithique, les mêmes outils de chasse, les mêmes objets en os et le même art mobilier. Et c'est une période dans cette région où il y a un art très très particulier avec des gravures sur plaquettes osseuses qui ressemblent un peu à des fleurs ou à des animaux imaginaires. Et ça, c'est vraiment assez rare dans le corpus paléolithique. Et c'est vraiment très particulier à cette période et à cette région. Donc je me suis intéressée aux objets de parure, et sur tous ces sites, les objets de parure sont faits entre autres de coquillages, et une partie des coquillages viennent de la Méditerranée,
et une partie des coquillages viennent de l'Atlantique, puisque de la biogéographie des coquillages, vous avez des coquillages totalement ubiquistes que vous trouverez autant en Méditerranée qu'en Atlantique, mais certaines espèces sont vraiment particulières de l'une ou l'autre des côtes. Donc là, il y a un peu les deux sur ces sites. C'est autour de Rocamadour, hein, donc loin de la mer. Mais surtout, ce qu'on observe sur tous les sites pour lesquels on a des indices de production, c'est que quand il y a des indices de fabrication des objets sur place, eh bien, en fait, les coquillages en provenance de l'Atlantique sont introduits à l'état de matière première sur ces sites à côté de Rocamadour, donc non transformés et transformés sur place. Mais en revanche, les coquillages qui viennent de Méditerranée sont systématiquement introduits sur les sites déjà usés. Ça veut dire que ce sont des coquillages qui ont eu une longue vie d'utilisation via des réseaux d'échange jusqu'à arriver sur ces sites de Rocamadour déjà utilisés probablement par d'autres groupes. Donc là, il y a deux économies distinctes entre les coquillages qui peuvent être acquis vers les rivages atlantiques et ceux de Méditerranée. Et ça, c'est commun à ces sites. Sur un des sites en particulier, en fait, il y avait une énorme accumulation de matières premières non modifiées. Donc, les coquillages méditerranéens, eux, étaient usés, perforés, mais les coquillages qui venaient de l'Atlantique, c'est des centaines de coquillages en matière brute, non transformés, qui ont été accumulés et ramenés sur ce site. Donc ma première question, c'était de me dire, c'était peut-être des déchets de fabrication, ils ont jugé que ces coquillages n'étaient pas appropriés pour faire des objets de parure. Et puis en menant des études morphométriques, en comparant avec des référentiels de comparaison, en comparant avec les coquillages transformés sur d'autres sites, etc., eh bien, la conclusion de tout ça, c'était que ces objets n'étaient pas du tout un rejet de matières premières, mais constituaient vraiment un stock de matières premières en vue d'être utilisés postérieurement pour la confection d'objets de parure. Sur un autre site, donc toujours dans cette même région, site contemporain avec les mêmes outillages lithiques, le même art mobilier, etc. C'est pour ça que je pouvais comparer. À Peyrazé, il y avait aussi ces coquillages méditerranéens très usés, des coquillages atlantiques introduits, non transformés, etc., plus des objets de parure faits sur incisifs de renne. Parce qu'à 15 000 ans, dans le sud-ouest de la France, il y a du renne, et les chasseurs-cueilleurs se nourrissent de renne, et le renne est l'animal le plus exploité pour la subsistance de ces gens-là. Mais ce qui est intéressant sur ce site, donc les incisifs de renne, toute l'analyse que j'ai pu faire, et en m'appuyant aussi sur des données ethnographiques et des expérimentations menées dans les années 80 par François Peuplin, montrent qu'en fait les incisifs de renne sont prélevés, insérés dans la gencive des rennes, et c'est en fait la gencive entière avec le rang de dents qui est séché, et c'est cette gencive séchée qui est après suspendue pour être utilisée en objet de parure. Mais ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est aussi les informations issues de l'étude zooarchéologique et de l'industrie osseuse, qui montrent que sur ce site, donc les dents de renne ont été préférentiellement introduites, mais l'autre partie des carcasses de renne montre que ce sont les peaux de renne qui ont été introduites. Ce n'est pas les parties charnues pour se nourrir, c'est vraiment les peaux de renne qui ont été introduites. Donc on ne retrouve pas les peaux de renne sur les sites, mais quand vous prélevez une peau de renne, il y a toutes les extrémités des pattes qui restent dans la peau. Et donc il y a une surreprésentation de ces extrémités de pattes qui indique que c'était vraiment les peaux de renne qui étaient recherchées et introduites sur ce site, plus l'exploitation des tibias, en gros, pour la confection d'aiguilles en os. Et sur ce site-là, la confection d'aiguilles en os, il y a toute la chaîne opératoire, et c'est très, très, très abondant en comparaison à tous les autres sites de la région. Donc finalement, on en arrive à la conclusion que sur ce site, il faut imaginer cette situation. Vous avez des gens parés de peaux de renne, en train de coudre des peaux de renne à l'aide d'aiguilles en os faites avec des os de renne. Et vous voyez sur cette dame aussi, indiquée par la flèche, les petites dents de renne toujours insérées dans les gencives de renne, séchées et portées en parure. Donc c'est exactement ça qu'on visualise il y a 15 000 ans dans le sud-ouest. Et donc ce site devient en fait un site d'exploitation et de décoration de peaux de renne, puisqu'il y a aussi les coquillages. Donc finalement, on se retrouve dans cette région avec deux sites, un site de stockage de matières premières et un site d'exploitation et de décoration et de couture de peaux de renne pour parer les habits. Alors ça devient très intéressant, puisqu'après, tous ces objets de parure sont partagés sur les autres sites qui ont été
côtoyés par des gens de la même période, il y a 15 000 ans, mais c'est vraiment ces 2 sites emblématiques, on voit qu'il y a une activité orientée sur la confection de parures. Et se poser la question, mais alors pourquoi? Quel était l'objectif de stocker des centaines et des centaines de coquillages sur un site, à proximité des autres, sans les avoir transformés? Et bien ça peut s'expliquer par une stratégie économique qui sert à diluer dans le temps la redistribution dans un réseau d'un matériau. Parce que si vous contrôlez l'accès et la diffusion d'un matériau dans un réseau, en fait, vous en augmentez artificiellement la valeur. Parce que si vous avez abondance d'une ressource et que vous la redistribuez tout de suite, ben très bien, tout le monde l'a. Mais si vous diluez dans le temps cette redistribution, ça veut dire que vous occasionnez une sorte de comportement artificiel pour avoir une tendance à raréfier cette ressource. Et donc c'est probablement cette stratégie-là qui a été développée par ces Magdaléniens il y a 15 000 ans dans le sud-ouest de la France. Donc bon, c'est pas une évidence de monnaie, mais quand même, on a une évidence qu'il y avait déjà une volonté économique de valoriser des objets de parure pour valoriser tout ce qu'on pouvait en faire en termes de décoration décor. Alors je continue toujours dans l'histoire évolutive de la parure. Et donc je fais un saut dans le temps et nous en arrivons justement aux dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs en Europe et à l'arrivée des premiers agriculteurs et des premières sociétés agropastorales en Europe. Alors, l'élevage, la domestication des plantes, des animaux, l'agriculture, c'est quelque chose qui émerge au Proche-Orient il y a 11 000 ans environ. Et puis, progressivement, on voit arriver les premières sociétés agropastorales originaires du Proche-Orient en Europe, d'abord dans le sud de l'Europe, autour de la mer Adriatique, la mer Égée, etc., il y a 8000 ans. Et petit à petit, cette économie agropastorale et ces sociétés proche-orientales, anatoliennes, diffusent d'est en ouest de l'Europe. Et une première partie de mon travail avait constitué à justement analyser et cartographier comment les derniers chasseurs-cueilleurs se paraient et quelles étaient les modifications que l'on pouvait voir dans ces parures une fois que ces premiers agriculteurs proche-orientaux arrivaient en Europe et comment ces gens se mélangeaient. Et donc voilà, j'avais observé plusieurs choses. Déjà une très forte frontière culturelle entre la Scandinavie et le reste de l'Europe, où pendant tout ce processus de néolithisation, les parures ne changent pas. Alors que dans le reste de l'Europe, on voit deux grands courants de diffusion, un méditerranéen, un à travers l'Europe centrale, et on voit que ces agriculteurs proche-orientaux arrivent avec leur bagage ornemental, et plus ces agriculteurs avancent vers l'ouest de l'Europe, plus ils sont en contact avec ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones, et plus on voit des processus de mélange avec l'intégration des parures de chasseurs-cueilleurs au sein des parures de ces sédentaires, de ces premiers villageois européens. Et tout cela s'accentue en allant vers l'ouest de l'Europe. Donc finalement, moi, ça me questionnait sur savoir, mais finalement, comment ces échanges, en termes de composition de réseau, en termes de structure de réseau, permettent toute cette reconfiguration culturelle que l'on observe au cours de cette période qui a un grand processus démographique qui a impacté l'Europe. Alors bien évidemment, les généticiens se sont intéressés à cette cartographie culturelle et ont tenté d'essayer d'en relier l'histoire génétique des populations européennes à cette période et leur histoire culturelle à travers justement la comparaison avec les cartographies des parures que j'avais produites. Alors ils ont fait des comparaisons très littérales, donc les généticiens travaillant en Scandinavie ont effectivement observé que la barrière culturelle que j'avais observée correspondait aussi à une barrière génétique. Et quant aux collègues travaillant sur les squelettes de chasseurs-cueilleurs mésolithiques d'Espagne, eux avaient essayé de comparer la diffusion de certains gènes avec la cartographie de ces objets de parure en particulier, etc. Mais c'était des comparaisons une à une et finalement le résultat c'était très difficile d'en discuter. Et pourtant, cette question travaille beaucoup à la fois les généticiens et les archéologues travaillant sur la culture matérielle, puisque récemment sont sortis des articles intitulés « Essayons de réconcilier les archéologues avec les généticiens, tentons de réfléchir comment on peut relier l'histoire culturelle des populations à l'histoire génétique des populations ». Donc, alors là, je me suis dit, très bien, allons-y.
Et c'est un travail que j'ai entamé il y a longtemps, déjà pendant mon premier postdoc, justement avec la FICEN. C'est toujours pas publié, mais c'est en bonne voie d'avancer. Et donc l'idée, c'était de travailler avec des généticiens des populations, de manière à ce que mes données culturelles, puisque j'avais une grosse base de données, soient utilisées de manière totalement comparable avec les données des généticiens. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. J'ai des sites avec des données archéologiques qui couvrent l'Europe, et puis on a pris toutes les données de paléogénétique publiées qui couvrent maintenant aussi l'ensemble de l'Europe, et on a des données paléogénétiques qui couvrent à peu près la même période chronologique, entre 11 000 et 5 000 ans. Alors là, je vous présente des résultats très généraux et préliminaires, hein, parce que c'est toujours en cours de discussion avec les collègues. Mais ce qu'on observe, c'est que donc avec les données génétiques, on peut observer qu'il y a certaines régions d'Europe qui ont servi de grands couloirs de migration et de grands couloirs de diffusion de gènes. Mais pour autant, cela n'a pas forcément servi ne correspond pas forcément à ce que moi j'observe en termes de diffusion culturelle. Et à l'inverse, il y a certaines barrières génétiques qui sont observées par les généticiens, et alors que moi, du point de vue culturel, ce n'est pas du tout des barrières aux échanges culturels. Donc on voit vraiment qu'il y a deux histoires, pas toujours qui sont comparables, mais qui ne révèlent pas du tout le même scénario entre histoire des populations et puis histoire des cultures. Quelque part, c'est assez rassurant. Et donc voilà. Et donc on est en train en ce moment d'essayer de voir comment on peut préciser ces résultats et de voir comment les scénarios et comment à la fois l'histoire démographique et l'histoire culturelle a permis toute cette reconfiguration que l'on connaît à cette période en Europe. Alors une fois que j'avais un peu une idée de finalement comment étaient composés ces réseaux d'un point de vue populationnel, c'était vraiment la structure des réseaux eux-mêmes qui m'intéressait. Alors, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à nous, c'est-à-dire que le fait de pouvoir faire circuler des objets de parure et de pouvoir faire circuler le message symbolique qu'ils sont voués à transmettre, c'est aussi une capacité qui est propre à notre espèce, c'est-à-dire qu'à travers les objets de parure, mais pas que, on est capable de stocker de l'information en dehors de notre cerveau. Et une fois que cette information, c'est le principe de la clé USB, hein, sauf que, bon, les objets de parure, c'est aussi un moyen de stocker de l'information et de la donner et de la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc pour travailler sur ce point, je me suis associée avec d'autres archéologues et aussi des écologues. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est finalement, bon, je m'intéresse aux objets de parure, mais il ne faut pas être trop monolithique. Je voudrais savoir si finalement l'histoire évolutive que l'on observe avec les objets de parure, est-ce que c'est la même histoire évolutive que l'on observerait avec une autre production symbolique? Et donc toujours autour de cette période de 8000 ans en Europe, j'ai travaillé avec une collègue qui, elle, est spécialiste des poteries, parce que ces sociétés agro-pastorales sont aussi les premières sociétés à savoir produire de la poterie en Europe. Et ces poteries sont décorées. Et en fonction des régions, en fonction des groupes, ce n'est pas les mêmes décors de poterie. Donc elle a codé tous les types de décors sur les poteries, et tout comme moi j'ai codé les types de décors, enfin les types d'objets de parure et leur présence-absence sur les sites. Et donc notre base de données, pour le coup, est un peu plus, c'est pas toute l'Europe, c'est la Méditerranée occidentale, parce que pour les archéologues, il est très dur d'avoir des bases de données précises, robustes et couvrantes à grande échelle géographique. Alors pour avoir deux bases de données qui correspondent, il fallait réduire un peu la région d'analyse. Donc Méditerranée occidentale, et on a commencé à travailler sur ces données. Et donc pour étudier la structure des réseaux, nous avons fait ce que l'on appelle des social network analysis. Donc ça, c'est typiquement une méthode qui ne s'applique pas qu'à l'archéologie. Hein, c'est beaucoup utilisé en sciences sociales, par exemple. Et ça permet de voir comment des sites archéologiques partagent des traits culturels communs. Et l'intensité des contacts entre les sites va correspondre à l'intensité des traits culturels partagés entre les groupes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la structure des réseaux, et puis en plus, j'ai pu diviser ces données en tranches chronologiques pour voir comment les réseaux étaient constitués au tout début de l'arrivée de ces sociétés agropastorales en Méditerranée, et puis comment ces réseaux évoluent dans vraiment cette phase de consolidation. On voit que ces sociétés agropastorales s'installent bien, et puis la fin du processus d'installation. Donc j'ai coupé en 3 périodes comme ça, pour voir un peu comment ces réseaux évoluaient au cours du temps. Et donc ce dont on s'aperçoit,
c'est que, en fait, ces réseaux ne sont pas du tout les mêmes quand on regarde la poterie ou les objets de parure. Et c'est deux histoires, les décors de poterie, c'est deux histoires évolutives distinctes, avec justement les décors de céramique qui montrent des réseaux très structurés régionalement, avec vraiment des points de très forte connexion dans certaines régions, et puis d'autres points de connexion dans d'autres régions, alors que les objets de parure, ce sont des réseaux beaucoup plus distendus, beaucoup plus étendus sur les territoires, mais aussi beaucoup plus stables dans le temps. Et donc de ces deux histoires évolutives, on en a déduit que vraiment les décors de poterie étaient des indicateurs de régionalisation de certaines pratiques culturelles, alors que les objets de parure étaient beaucoup plus stables dans le temps, et ces parures marquaient des groupes culturels beaucoup plus larges et qui correspondent vraiment plus vraisemblablement à ce qu'on attendrait d'un groupe linguistique, plutôt que par rapport au décor de poterie. Donc finalement, après avoir vu la diversification des objets de parure, comment ces réseaux fonctionnent, comment ces réseaux sont constitués, comment les stratégies économiques permettent d'accroître la valeur de certains objets de parure, restait une grande question, mais finalement, quand même, dans la manière de se parer les corps, un paramètre hyper important, c'est la couleur. Donc on a parlé des pigments un tout petit peu au début de la conférence. Donc les pigments pour lesquels nous avons des vestiges dans l'archéologie préhistorique, ce sont des pigments minéraux inorganiques. Et il y en a deux grandes catégories, l'ocre qui est rouge et le manganèse qui est noir. Et comme je le disais tout à l'heure, la fonction de ces pigments, soit dans le but de parer et de peindre les corps, soit dans des buts plus techniques, voire sanitaires, est toujours débattue, mais ce sont en gros les deux grandes couleurs de pigments pour lesquelles on a la trace. Concernant les objets de parure, vous l'avez vu, les couleurs sont beaucoup plus diversifiées, surtout à travers l'utilisation de certains coquillages. Les formes sont très diversifiées, mais il y a une couleur pour tout ce qui est, au moins pour l'Europe de l'Ouest et le Proche-Orient, tout au long du Paléolithique, la grande absente, c'est le vert. Alors que les roches vertes sont présentes et sont disponibles en Europe, sans aucun problème. Il n'y a pas de vert dans les parures. Mais, et ça de 45 000 ans à 10 000 ans, en gros. Et bien évidemment, le vert apparaît dans les parures des groupes, mais avec l'émergence de l'agriculture au Proche-Orient. Et on voit les premières roches vertes commencer à être utilisées en abondance pour créer des parures. Et dès que ces sociétés proche-orientales anatoliennes migrent vers l'Europe, eh bien, on voit aussi en Europe les premiers objets de parure façonnés sur des roches vertes. Des roches vertes qui ne viennent pas d'Anatolie, du coup, c'est des roches vertes européennes. Mais cette innovation et cet intérêt pour la couleur verte n'arrivent qu'à partir des premières sociétés sédentaires et des premiers villages agro-pastoraux. Donc une chercheuse israélienne, Daniela Bar Yosef, s'est intéressée en fait à essayer de comprendre ce processus, et en fait elle fait l'observation que dans nombre de langues, la couleur verte et la couleur bleue appartiennent à une famille de mots qui servent aussi à parler de germination et de fertilité. Et donc pour elle, elle voit une symbolique directe entre la couleur verte et ces sociétés qui apprennent, parce qu'il y a 11 000 ans au Proche-Orient, c'est encore des sociétés apprenantes, qui apprennent à domestiquer les plantes, qui apprennent à faire de l'agriculture. Et c'est ce qu'on observe aussi après la diffusion de ces objets de parure au cours du temps. Alors je vais finir sur un dernier exemple qui nous montre encore une étape évolutive de la manière dont on a transformé nos comportements pour se parer. Et ça, c'est le projet sur lequel je collabore en Azerbaïdjan. Donc, en Azerbaïdjan, je travaille sur une toute petite région qui s'appelle la République du Nakhichevan. Et là, ce sont des gisements un peu plus tardifs, d'une période qu'on appelle, autour de 6000 ans, 6500 ans. Et dans cette région-là, c'est vraiment la toute fin du néolithique. Et ce sont des sociétés agro-pastorales, nomades, qui ont vraiment une économie basée sur les transhumances, les mobilités annuelles, des nomades avec leurs troupeaux. Mais c'est surtout c'est le début du Chalcolithique, c'est-à-dire que c'est le début de l'âge des métaux,
à travers l'exploitation du cuivre. Donc vous voyez les objets de parure, bon, il y a quelques objets en cuivre, mais c'est très très rare, quelques objets en pierre, mais l'objet que l'on retrouve par centaines et par centaines et par centaines sur ces sites, ce sont des toutes petites parures, ça allait trop vite, voilà, des toutes petites parures millimétriques, discoïdes, blanches, mais quand je dis millimétrique, le diamètre des perles, ça doit être 1,3 mm et l'épaisseur des perles, c'est 0,7 mm. C'est minuscule et il y en a par centaines sur tous ces sites. Alors quand je suis tombée sur ces objets, j'ai été bien embêtée parce que je ne reconnaissais pas le matériau sur lequel étaient confectionnés ces objets. Donc avec des collègues, on a mené toute une série d'analyses élémentaires, moléculaires, de microscopie électronique à balayage, etc. Et donc, en fait, ces objets sont des objets artificiels. C'est pour ça que je ne pouvais pas reconnaître cette matière. Donc, en fait, c'est un minéral qui s'appelle la stéatite, qui est broyé, qui est mélangé avec une pare aqueuse pour en faire une pâte. Et à partir de cette pâte, ces personnes-là sont capables de modeler des tronçons de perles et ensuite de les découper vraiment dans des états très millimétriques. Mais surtout, l'étape très, très importante de constitution de ces objets, c'est que pour le rendre dur, ces perles, et pour pouvoir les faire en abondance, il y a une étape de chauffe impérative, et nos analyses élémentaires montrent qu'il faut atteindre une chauffe entre 1000 et 1200 degrés. Donc ça, c'est une pyrotechnologie hyper avancée qui n'existe pas avant le début de l'âge des métaux. Et donc, ça veut dire que la production de ces perles nécessite un savoir-faire technique hyper spécialisé, parce que là, il faut maîtriser la technique des fours et la technique du feu. Et ce n'est pas l'ensemble des groupes qui maîtrisent ça, ça veut dire qu'il y a des spécialistes qui sont responsables et qui ont le savoir-faire pour faire ces perles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce savoir-faire est détenu par certains spécialistes qui ont la technicité pour le faire, mais ces perles qu'on retrouve par centaines et par centaines, associées à des sépultures, etc., sont portées par tout le monde. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire, il y a un groupe de spécialistes qui est responsable de la production des parures qui vont être partagées par l'ensemble des groupes. Et on n'est plus du tout dans des productions domestiques où chacun peut innover, où chacun peut faire un peu cette diversité. Là, pas du tout. On rentre dans une production vraiment artisanale, à grande échelle, et de redistribution à l'échelle des groupes. Et bien sûr, cette innovation apparaît, donc je la vois apparaître, moi, dans la République du Nakhitchevan, mais finalement, c'est quelque chose qui apparaît à peu près au même moment, toujours avec ce début de l'âge des métaux, au Proche-Orient, dans la vallée de l'Indus, en Anatolie, et tout ça à la même période. Donc on voit vraiment émerger cet artisanat spécialisé dans plein de régions, là, et toujours en lien avec cette maîtrise d'une pyrotechnologie de pointe. Donc je finirai sur ce graphique qui résume un peu l'ensemble des grandes étapes que j'ai tenté de vous décrire aujourd'hui, où l'on voit chronologiquement comment nos comportements se sont complexifiés, ont évolué, à la fois des comportements techniques, à la fois des comportements économiques, des comportements sociaux, et qui ont conduit de l'utilisation, il y a 140 000 ans, de presque une seule espèce de coquillage, à l'apparition des premières perles circulaires en œufs d'autruche, il y a 50 000 ans en Afrique, puis la diversification des supports en Eurasie lors de ce moment de rencontre entre Néandertaliens, Denisoviens, Homo sapiens, puis la capacité, il y a 15 000 ans, de créer artificiellement de la valeur sur ces objets de parure en ayant un contrôle dans les redistributions. Et puis, pour finir, le développement et le choix de nouvelles couleurs intégrées à ces parures. Et puis, la spécialisation ultra-technique de production destinée à parer l'ensemble des groupes. Donc voilà, mon propos aujourd'hui, c'était de vous expliquer que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui et la manière dont nous parons aujourd'hui est en fait une longue histoire qui a été faite de beaucoup d'innovation et d'apprentissage. Et je vous remercie. Voilà, donc, madame. Oui, vous arrêtez à Saint-Milan. Enfin,
vous vous arrêtez à 5000 ans, et c'est la naissance de l'écriture. Donc finalement, on passe du symbole à l'écriture qui est aussi du symbole, mais on voit aussi que ça s'accélère de façon considérable de 10-15 000 ans à 5000. Donc ma question est, est-ce que vous pouvez suivre justement comment on arrive à l'écriture, ou les nombres, hein, c'est pareil en fait. Alors, donc, pour l'écriture, pour le moment, je ne connais pas de chercheurs qui se sont intéressés à faire un lien direct entre l'histoire de la parure et l'émergence de l'écriture. Et peut-être qu'il faut la chercher ailleurs, mais peut-être plus dans de l'art mobilier qui montre justement des annotations, des séquences d'annotations, etc. En revanche, pour le comptage, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de projets en cours qui s'intéressent à voir à quand remonte notre capacité à savoir manipuler des nombres finis et des capacités à compter. Et il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites en ce moment justement pour essayer de comprendre des annotations et des séquences de traits sur des parures, mais aussi sur de l'art mobilier en général, et pour voir si, dans ces séquences, on peut voir une certaine régularité, si c'est vraiment régulier, si c'est compté, etc. Mais c'est vraiment là pour le coup une recherche qui est intensément menée, mais depuis à peine 5 ans pour ce qui concerne le corpus paléolithique, oui. Et justement, il y a un gros projet en ce moment qui est mené par un chercheur de Bordeaux qui s'appelle Francesco De Rico et qui s'intéresse avec des linguistes, des neuroscientifiques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit attendre du registre archéologique pour essayer d'identifier cette capacité de comptage. Et ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un projet qui concerne le paléolithique. Et on pourrait imaginer que pour des périodes du néolithique où justement on arrive à des gestions de troupeaux, à des gestions de richesses, avec des productions, etc., il n'y a pas encore de projet qui s'intéresse à ça. Et voilà, donc c'est une piste qui est vraiment émergente et qui portera sûrement des résultats très intéressants bientôt. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant ici justement. J'avais une question, est-ce que vous auriez des collègues qui se seraient intéressés aux mêmes études que vous concernant les civilisations précolombiennes ? Alors, oui, il y a énormément de... Il y a un collègue justement à Bordeaux qui s'intéresse à toute l'histoire des parures sur les grandes et les petites Antilles. Et il essaie justement de tracer les réseaux d'interaction d'île en île. C'est beaucoup des parures en matière dure minérale, en fait. Ce qu'il essaie de faire, c'est de sourcer tous les matériaux minéraux qui ont été trouvés dans les petites et les grandes Antilles, parce qu'en fait, une partie des sources ne sont pas connues et probablement que ça vient du continent. Et c'est là que ça ouvre vers le continent pour essayer de voir quels ont été les peuplements pré-contact, pour essayer de voir comment toutes ces îles, en termes de navigation et tout ça, ont été peuplées à travers ces objets de parure. Ouais. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Ma question sera plutôt sur la forme que sur le fond. Je me suis étonné qu'une belle langue comme notre langue française, est-elle est suffisante pour que l'illustration soit en français, ou alors comment vous expliquez que ça n'ait pas été en français dans un cadre qui est l'Académie française ? Alors, oui. Je m'en excuse. J'avoue que j'ai tendance à essayer, quand je prépare mes diapositives, de pouvoir les utiliser dans beaucoup de contextes. Et une partie des contextes dans lesquels je présente mon travail est aussi un contexte international. Donc, si un jour je suis réinvitée, je penserai à tout remettre en français. Sûrement réinvité. La question que je posais, c'est la question de la monnaie. Vous avez légèrement fait une allusion à ça. Est-ce que l'accumulation industrielle d'artefacts esthétiques, au moment néolithique de l'installation de l'agriculture, ne peut pas être une monnaie d'échange plus en fait qu'un objet décoratif, parce que toutes ces petites billes de la même couleur, finalement, c'est pas tellement décoratif, quoi. Alors,
Donc effectivement, on voit ces objets circuler, et justement le terrain de Chypre, que j'ai brièvement présenté, est très intéressant pour ça. Donc Chypre est une île en Méditerranée, en face de l'Anatolie et du Proche-Orient, et donc c'est une île dont les premiers peuplements remontent il y a 14 000 ans à peu près. Et sur le continent, dès qu'on voit les prémices de l'élevage, de l'agriculture, tout ça arrive par bateau à Chypre. Ce n'est que du peuplement et de l'apport continental par bateau à Chypre. Et en fait, Chypre, c'est un petit laboratoire qui reflète tout ce qui se passe sur le continent. Et justement, au moment où on voit apparaître cette roche verte, à Chypre, ces sociétés se mettent à l'utiliser. Un peu plus tardivement, on voit à Chypre de la cornaline qui est rouge. Et la cornaline n'est pas présente à Chypre, donc c'est aussi quelque chose qui est ramené d'un gîte probablement d'Anatolie. Et donc on voit cette accrétion de couleurs et cette accrétion, en tout cas qui trace des échanges. Après, pour vraiment le remettre sur de la monnaie, c'est plus dur parce que finalement, en tant qu'archéologue, on s'intéresse à savoir quelles seraient les traces matérielles et techniques qui nous permettraient de différencier vraiment une monnaie de quelque chose qui a été juste porté comme un collier. Et pour ça, il faudrait que l'on retrouve ces objets dans des contextes de dépôt quasiment intouchés et qui nous permettraient, dans certains contextes, de se dire, là, il y a un stock, il y a quelque chose qui n'a pas été remis en circulation, on le retrouve à plusieurs endroits, on les retrouve dans des séquences particulières plus ou moins longues. Il y aurait tout un tas d'indices comme ça, mais je pense que le registre archéologique nous empêche encore d'atteindre ça. Le stockage des coquillages. Voilà, mais des collègues me diront c'est pas de la monnaie, c'est une manière d'avoir un contrôle d'une richesse, mais est-ce que ce contrôle de richesse impliquait qu'il y avait une conscience de dire X coquillages? En plus, dans les sociétés traditionnelles, au niveau des échanges, la manière dont on échange les choses, chaque bien matériel a sa propre économie dans les échanges. Mais du coup, on n'en est pas encore au stade où on peut dire il fallait X coquillages pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre en échange. On a l'image générale que ça existait, on a l'image générale que c'est un contrôle, mais vraiment la manière dont cette monnaie aurait pu fonctionner, être créée, être constituée, ce qu'elle implique derrière en termes de gestion économique précise, ça on ne l'atteint pas encore. Je voulais poser une question, c'est pour ça que vous avez parlé de sites qui avaient des coquillages qui venaient de l'Atlantique et d'autres de la Méditerranée. Je voulais savoir tout bêtement comment ils ont fait pour aller les chercher. Ils allaient les chercher parce que c'est quand même très éloigné de la Méditerranée, quand même très éloigné de l'océan Atlantique. Donc c'était ce qu'ils avaient été échangés avant, ou ils ont été les chercher, ou comment ça s'est passé, à votre avis, ça s'est passé, tout ça? Alors, pour ce qui est des coquillages méditerranéens, c'est plutôt des échanges que l'on présuppose, parce que finalement, on n'a pas, dans la mobilité de ces groupes, on essaie de s'informer sur leur mobilité, à travers les coquillages, mais aussi à travers la manière dont ces groupes se déplacent pour aller acquérir les silex dont ils ont besoin pour leur outillage, etc. Et on voit que la mobilité de ces groupes-là, de Rocamadour, cette mobilité, au moins pour aller chercher des silex, a tendance à aller s'intéresser en direction de l'Atlantique. Donc plutôt vers l'ouest, etc. En revanche, on n'a aucun indice que ces groupes se sont déplacés plus au sud et en direction de la Méditerranée. Et on n'a pas en Méditerranée, sur les sites de la même période méditerranéenne, on n'a pas de preuve qu'il y a eu des contacts avec des groupes plus au nord ou quoi que ce soit. Donc c'est probablement les coquillages méditerranéens un accès indirect avec des échanges. Les chasseurs-cueilleurs sont nomades, ils se rencontrent et de groupe en groupe, ça permet de faire circuler des objets comme ça. Mais pour les coquillages atlantiques, du coup, comme on les retrouve à l'état de matière première brute sur les sites et qu'on a cet indice que pour aller chercher leur silex, ils sont quand même allés en direction de l'Atlantique, on imagine que peut-être c'est des groupes nomades qui ont pu se déplacer jusqu'en Atlantique pour acquérir aussi les coquillages atlantiques. Et ça fait une grande mobilité. Mais c'est des nomades. C'est surtout que plus on s'approche de l'Atlantique, plus c'était des grandes plaines. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Donc c'est pas, dans une mobilité de nomades, c'est pas si étonnant. Il ne pouvait pas se utiliser comme pièce de monnaie. Il n'y a pas des choses comme ça, des échanges ou un peu de la monnaie
par ceux qui sont dus, probablement, quoi, des choses. Oui, 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 ça c'est sûr qu'il y a eu plein de contacts intermédiaires pour d'autres matériaux, d'autres... Monsieur? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser la chronologie? Car j'ai eu l'impression que parfois vous faisiez référence à aujourd'hui et parfois vous faisiez référence à l'ère commune. Donc, quand vous parlez de 5000, 8000, on est par rapport à un temps zéro ou on est par rapport à aujourd'hui? Ah non, je suis toujours before present, donc avant 1950. Donc, quand vous parlez de la stéatite, c'est moins 3000 avant l'ère commune. La stéatite, non, c'est moins 6000 en comptant à partir de 1950. D'accord. Voilà, 1950. J'utilise pas avant Jésus-Christ, voilà. Et juste une petite précision, tout intermédiaire des échanges n'est pas forcément de la monnaie. Voilà. Comment? Je dis, tout intermédiaire des échanges n'est pas nécessairement de la monnaie. Ah bah oui, Voilà. Vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Ah, il y a encore une question là-bas. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur la notion de stress osseux? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors en fait, quand on étudie des restes osseux, humains, mais pas que, si vous avez des activités très intenses tout le long de votre vie, genre le lancer de javelot, eh ben, vous allez avoir des stress osseux, c'est-à-dire il va y avoir des usures sur vos articulations, sur des facettes anatomiques qui ne correspondent pas à des activités non intenses. Et donc, chez les chasseurs-cueilleurs, on retrouve, alors là, c'est les stress osseux, marqueurs d'activité. Donc voilà, des chasseurs vont avoir des stress au niveau des bras, des avant-bras particuliers. Des gens qui se déplacent beaucoup vont avoir des marqueurs sur les os des jambes, etc. Mais après, vous avez aussi tout ce qui est stress sanitaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des traces sur des dents qu'on appelle des hypoplasies au moment de la croissance et de la formation des dents. Et ben voilà, ça peut laisser des lignes de croissance dans les dents que les anthropologues sont aussi capables d'observer et de voir les différents stress. Donc sur les restes humains, on peut voir à quel point les gens ont pu avoir des stress d'activité. Alors on se dit stress, mais c'est peut-être qu'ils étaient très contents d'aller à la chasse, c'est pas forcément, mais en tout cas c'était une activité intense, et aussi des épreuves sanitaires qui ont pu conduire à des preuves que l'on retrouve sur les os. Bon, écoutez, je tiens à vous remercier, c'était une très belle conférence. Je voulais également attirer votre attention sur la prochaine conférence lundi prochain qui va aborder quelque chose qui est vraiment en continuité avec ce que vous avez fait, c'est-à-dire sur la formation des liens sociaux chez Sapiens, en particulier au travers des arts rupestres et des peintures et de ce qui reste de cette expression qui est aussi une expression artistique comme le décor, comme les parures personnelles. C'est une parure murale qui raconte une histoire, et donc c'est la naissance des liens sociaux qui va être abordée par Carol Fritz lors de cette prochaine conférence. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.